Merci pour ces réponses. Bah, si ça peut vous rassurer sur le point de l'incompréhension des textes, vu que généralement on n'a pas toujours la chance de les voter, ne vous inquiétez pas sur notre compréhension. Voilà. Mais du coup, non, mais du coup, c'est pour vous rassurer, vu qu'on ne les vote pas toujours, on n'a pas forcément ce droit. Voilà. Ma réflexion n'avait aucun caractère insultant. Hein. Je dis simplement que la présentation a été d'une complexité telle que objectivement, même les meilleurs spécialistes ne pouvaient pas les comprendre. C'était juste pour faire un clin d'œil à mes collègues. Madame Macari, je vous en prie. Oui, très rapidement, parce que je crois que nous arrivons à la fin de cette audition. Je ne vais pas discuter avec mon voisin. Je n'ai pas exactement la même lecture des textes, mais je vais tout de même préciser que pour le Conseil constitutionnel, l'équilibre, c'est un objectif de valeur constitutionnelle et non pas une exigence. Et ça n'est pas du tout la même chose, je dirais, dans la langue constitutionnelle. Donc ça, c'était une précision que je voulais apporter. Deuxième élément, peut-être pour vous faciliter... Chers collègues, je suis désolé, la lettre de la décision 97-393, c'est une exigence constitutionnelle s'attache à l'équilibre financier de la sécurité sociale. C'est la décision 97-393 DC du 18 décembre 1997. Oui, plus utile. Bon, mais on va pas dire ça, c'est une discussion entre constitutionnalistes, qu'adorent d'ailleurs les constitutionnalistes. Mais ensuite, peut-être pour faciliter finalement la tâche du Parlement, moi je trouve extrêmement essentiel aujourd'hui de se reporter tout simplement au premier article du Code de la sécurité sociale, qui a été réécrit progressivement d'ailleurs par le Parlement et qui distingue de façon très claire, en réalité, ce que Didier Tabuteau nomme les garanties universelles, c'est-à-dire les charges et les frais qui sont pris en charge pour toute personne, qu'elle soit travailleur ou résidente, dont effectivement tout ce qui concerne les frais de santé, et puis au paragraphe suivant, l'assurance sociale des travailleurs, c'est-à-dire la couverture de leurs risques. Mais là, il y a tout de même quand même encore une partie de l'assurance maladie qui existe, à savoir la couverture des indemnités journalières, des accidents du travail, etc. Donc je pense que ce premier article du Code de la sécurité sociale est essentiel pour comprendre aujourd'hui la façon dont fonctionne notre système de sécurité sociale, même si ensuite, dans les chapitres suivants, il y a quand même trace encore de l'ancienne construction. Mais cette distinction entre garantie universelle, c'est qui est apportée à toute personne, qu'elle travaille ou qu'elle réside, qu'elle soit en situation régulière sur le territoire français, et puis les garanties qui sont apportées aux travailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de distinction selon, je dirais, travailleurs subordonnés ou indépendants. A priori, c'est un mécanisme qui doit couvrir tous les travailleurs. Et je crois que ça, c'est assez représentatif, et même très représentatif, de l'évolution contemporaine de la sécurité sociale. Alors ensuite, concernant, je répondrai, s'agissant du socle européen des droits sociaux, ce qui est intéressant, c'est que ce socle, c'est pour ça que l'inscrire, je pense, dans la gouvernance économique et dans la volonté, en réalité, qui était celle de la Commission à l'époque, d'inscrire finalement une Europe sociale qui était assez en panne dans le champ de la gouvernance économique, c'est que ce socle procède en réalité d'une sélection. Il ne reprend pas notamment tous les droits sociaux ou tous les droits qui sont reconnus par la Charte européenne des droits fondamentaux. Par exemple, il n'est pas question du droit de grève dans le socle européen des droits sociaux. Il procède par sélection, puisque à ce moment-là, la volonté également très claire de la Commission, et qui a été ensuite approuvée par le Conseil et le Parlement européen, c'était en réalité de privilégier les droits de la personne qui correspondent à l'évolution économique contemporaine. C'est pour ça que le pont avec la gouvernance économique me semble important. Du coup, effectivement, il n'est plus question de travailleurs salariés, mais de travailleurs en général, et des droits fondamentaux de la personne. C'est mettre la personne, c'est tout à fait dans l'air du temps, en capacité de faire des choix, en capacité de s'inscrire dans l'économie, en capacité de répondre aux besoins du numérique, etc. Par exemple, il est question de transférabilité des droits sociaux, parce qu'on part du principe qu'effectivement, une personne, au cours de sa vie, peut connaître diverses situations professionnelles, passer du salariat au travail indépendant. Et puis, il y a aussi dans cette charte, dans ce socle, une faveur très nette pour l'entrepreneuriat. Donc, c'est véritablement un socle
je dirais, des droits dans l'air du temps et d'une économie que l'on veut aussi également adaptable et résiliente. Voilà, donc ça c'est la philosophie. Il n'empêche que ce socle, je trouve, est intéressant parce qu'il représente une volonté de réinscrire l'Europe sociale dans la gouvernance économique. Même s'il a été très critiqué, notamment par un certain nombre de juristes de droit social, en disant qu'il procède par sélection. Voilà. Mais on retrouve, je dirais, une lecture moderne de nos propres droits fondamentaux. C'est un peu frustrant parce que vraiment, je dois vous dire que c'est littéralement passionnant, l'échange qu'on a eu, le texte que vous nous avez fait passer. Et malheureusement, je crois qu'il y a la table ronde qui suit, mais il y avait tellement de choses sur lesquelles on pourrait rebondir. Moi, je ne pose pas de questions, mais j'en livre une que je trouve stimulante. Pour nous, non mais pour nous, collectivement. Puisqu'une des questions rétrospectives, c'est les choix de distinction de la gestion de la dette de l'État et de la dette sociale. Et je crois que c'est l'un d'entre vous à l'écrit ou à l'oral, je crois que c'est M. Pellet à l'écrit, qui dit les dépenses d'assurance maladie, on peut les considérer comme des dépenses d'investissement. Et donc, pourquoi ne pas les traiter comme les dépenses d'investissement et donc accepter qu'elles puissent être dans une dette qui roule. Voilà. Bon, mais je pense que c'est dans la table ronde qui suit qu'on va aussi creuser sur la question de cette distinction. En tous les cas, merci beaucoup. Voilà. Merci.